Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dimanche 11 mai 2025. En ce jour, en cette date précise, c'est un héros. C'est une légende qui est née, un héros du sport français, une légende du sport moto en général. Je parle bien évidemment de Johann Zarco. Johann Zarco, victorieux au Grand Prix de France. Johann Zarco, vainqueur du Grand Prix du Mans à domicile en France sur le circuit Bugatti devant le public français. Cela faisait 71 ans qu'un Français ne s'était pas imposé en catégorie reine des sports moto. Et voilà, Johann Zarco en 2025 sur cette Honda LCR lors de son 150e départ en Grand Prix va venir chambouler absolument tout ça et devenir le héros national de tout un peuple. Quelle performance parce que la pression était présente, les conditions étaient très difficiles, plus que difficiles j'ai envie de dire, mais pourtant la stratégie et l'exécution étaient simplement parfaites du début jusqu'à la fin. Johann Zarco a tout géré et a réalisé une performance monstrueuse. Donc voilà, le pilote français entre dans la légende. Et je suis content. Je suis content car j'ai pu faire partie de cet événement. Alors en aucun cas, j'ai participé à la pole position de Fabio ou à la victoire de Johann Zarco, mais j'ai fait partie de cet événement. J'ai pu voir, j'ai pu ressentir la ferveur, j'ai pu voir l'admiration de tous les gens sur ces pilotes MotoGP. C'était exceptionnel. L'ambiance au Grand Prix de France, 311 000 personnes au total, record d'affluence, record mondial pour une course MotoGP. C'est exceptionnel. Plus de 125 000 personnes autour du circuit Bugatti le dimanche. Franchement, c'est des chiffres qui font mal à la tête. Bravo, bravo le peuple français, bravo toutes les personnes qui sont venues au Mans. Merci pour cette ambiance, merci pour cette atmosphère. Merci les pilotes MotoGP, que ce soit Fabio ou Johann, de nous avoir fait rêver à domicile, mais aussi à tous les autres qui ont pu participer et qui ont créé finalement ce spectacle tout au long du week-end. Bravo à tous, c'était magique, c'était magnifique et je suis content d'avoir vu finalement, c'est les émotions. Je n'arrive plus à parler. Johann Zarco franchir cette ligne d'arrivée en première position et être vainqueur au Mans devant ses parents. L'histoire est magnifique. On en parle tout de suite et on va commencer par Yamaha. Je vais essayer d'être objectif. Je vais essayer de faire ça bien, ce BRK. Mais il s'est passé beaucoup de choses et honnêtement, les émotions prennent le dessus parce que ce qu'on a vécu ce week-end, c'est une partie de l'histoire. Et j'espère que ceux qui étaient présents, que ce soit devant la télé ou alors sur le circuit au moment où Johann Zarco franchit la ligne, j'espère que ces gens-là vont pouvoir partager cette histoire avec leurs amis, leurs enfants, leurs petits-enfants pour que cette légende de Johann Zarco ne s'éteigne jamais et pour que ce qu'on a vécu ce jour-là reste gravé dans la mémoire de tous, de génération en génération, car c'était juste un moment hors du temps. Commençons par Yamaha. Malheureusement, je suis obligé de commencer par Yamaha, ce BRK, cette analyse du week-end, car au final, lors de la course principale, il n'y aura qu'une seule Yamaha qui va franchir la ligne d'arrivée et c'est celle d'Alex Rins. Alex Rins qui va marquer ses premiers points en course sprint. Alex Rins qui va aussi marquer quelques points en course principale, mais le week-end était compliqué. Jack Miller, c'est dommage, il était sur la bonne stratégie, il était très bien parti. On le sait, dans ces conditions-là, Jack Miller peut être très très bon. Il aurait pu faire un très gros résultat avec la Yamaha. Malheureusement, petite chute dans le raccordement. Miguel Oliveira, c'était la bonne nouvelle, c'était le grand retour du pilote portugais au Mans et on n'est pas passé loin d'un exploit. Malheureusement, c'est ce pneu médium qui est devenu très froid, qui est devenu inconduisible. Regardez la course de Miguel Oliveira, c'est un désastre, c'est un calvaire. Honnêtement, je pense que n'importe qui ayant déjà fait de la moto aurait eu peur, aurait détesté se retrouver dans cette situation, la situation de Miguel Oliveira, c'est-à-dire que le pneu, au fur et à mesure de la course, perdait de la température, perdait du grip et c'était impossible de performer, de ne serait-ce piloter normalement cette Yamaha. Le setup déjà n'était pas fait aux petits oignons, était un petit peu compliqué. Alors avec ce pneu arrière, c'était une véritable misère, une catastrophe. Et on le voit quand il se fait dépasser par les frères Marquez, Acosta, Viñales, Aldeguer, peu importe, tout le monde. Oliveira n'avait aucun grip. Oliveira conduisait réellement sur des œufs. C'était ultra compliqué et on aura cette petite chute au raccordement. Là aussi, sur un high side, pas de blessure, tout va bien. Mais on n'est pas passé loin d'un très très beau résultat. Oliveira avait la bonne stratégie. Oliveira performait plutôt bien. Au début, on l'a vu suivre un petit peu Zarco. Quand la pluie est arrivée, c'était compliqué avec le médium. Et à la fin, c'était juste un calvaire de piloter cette Yamaha avec ce pneu qui était littéralement un glaçon à l'arrière.
honnêtement, regardez la course d'Oliveira, ça fait flipper. Et bien évidemment, je ne vais pas quitter le chapitre Yamaha sans parler de la superstar française Fabio Quartararo. Le nombre de supporters de Fabio que j'ai vu ce week-end, c'est incroyable. Il a vraiment explosé nationalement, en tout cas, et même à l'international. Fabio Quartararo nous aura fait rêver ce week-end aussi. Le vendredi, c'est de la vitesse, c'est un setup qui est trouvé, c'est énormément de confiance en son pilotage et en la moto. C'est très impressionnant, c'est un passage en Q2 banal, c'est simple, c'est rapide, on voit qu'il y a de la marge. Fabio Quartararo est capable de jouer cette pole position le samedi. Et alors là, le samedi matin, on vient écrire un peu plus l'histoire de la France. Fabio Quartararo, en Q2, va venir battre les Ducati, va venir battre Marc Marquez dans des conditions de piste optimales. Pas d'excuses, on ne se facilite pas la tâche, pas de pluie, pas de conditions différentes, bizarres ou quoi que ce soit. À la régulière, Fabio Quartararo va venir mettre plus d'un dixième à Marc Marquez, établir un nouveau record du Tour sur le circuit du Mans en moto. Juste waouh! Juste waouh, parce qu'on le voit dans ces conditions sur un Tour. Fabio Quartararo est l'un, voire le meilleur pilote de la grille en 2025 en MotoGP. Il a cette capacité à extraire plus que le maximal de la performance de la moto pour faire un tour parfait. Et on le voit dans le secteur 4 où ça demande beaucoup de train avant avec des changements d'angle, de la vivacité, de la vitesse de passage en courbe. La Yamaha, on le sait, elle a progressé sur un tour, elle a progressé au niveau de l'avant. On a un avant précis, stable, rapide et ça permet à Fabio d'être ultra performant et d'extraire tellement de potentiel qu'on peut battre les Ducati, on peut battre des Marc Marquez à leur meilleur de leur forme. Bravo Fabio, c'était simplement une leçon de pilotage. Et alors malheureusement, le dimanche, un peu plus de difficultés. Pourtant, on était très bien parti. Petite chute dans le raccordement, on se fait surprendre. C'est très compliqué dans ces conditions changeantes quand on est devant. On peut se faire surprendre, on découvre la piste à chaque fois. Binder se fait avoir. Marquez n'est pas loin de se faire avoir non plus. Le raccordement était très glissant. Ça passe à rien. Et Fabio Quartararo qui va terminer le week-end avec 2000 € d'amende et 10 minutes de pénalité pour la FP1 à Silverstone. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. On passe à côté, mais on ne lui en veut pas. Franchement, super week-end. Allez, passons au deuxième constructeur de ce BRK et c'est Aprilia. Alors le week-end d'Aprilia, il est un peu comme Honda depuis ces 2-3 derniers week-ends. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour Aprilia. On manque de performance générale. On manque simplement de vitesse dans tous les domaines. À chaque secteur de pilotage, on manque un peu chez Aprilia. Et sur un tour et sur une course, eh bien ça fait mal. Les passages en Q2 sont compliqués. On a des pilotes qui galèrent quelles que soient les conditions. Alors le résultat au final est plutôt pas mal. On a plusieurs pilotes dans le top 10, dont Lorenzo Savadori qui vient faire son premier top 10 de sa carrière en MotoGP. Mais ce n'est pas représentatif du niveau de la Aprilia actuellement. Et c'est pour ça que la plus grosse nouvelle du week-end pour Aprilia est arrivée après le week-end. Jorge Martin pourrait activer une clause de contrat, une clause de performance pour quitter Aprilia dès fin 2025. Donc voilà, Aprilia, j'ai pas grand chose à dire. Week-end compliqué, on vient quand même sécuriser des points dans le top 10 parce que les pilotes ont fait l'effort et ont réussi à rester sur leur roue avec des stratégies plutôt correctes. Mais c'est vrai que c'était clairement pas facile. On va passer à la suite et j'ai envie de vous dire la suite, c'est KTM. Allez, continuons cette vidéo avec KTM. KTM qui était ce week-end très clairement la deuxième force du plateau, juste derrière Ducati et derrière aussi les deux pilotes français qui nous ont fait des performances incroyables. Mais KTM, il y a eu beaucoup de positifs, mais aussi du négatif, du très négatif, de gros points noirs. Et on va en parler tout de suite. On va commencer avec Bastianini. Je vais simplement vous donner des chiffres et on va directement passer à autre chose. Bastianini, le dimanche en course principale, c'est 2 chutes, 4 longues laps, une pénalité pour la prochaine course, 13e, 3 points. Ne me demandez pas comment c'est possible, mais c'est la course d'Enea Bastianini qui est en grande difficulté, le pilote italien sur cette KTM. Mais je trouvais juste ces chiffres totalement fous. 3 points, P13 avec tout ce que j'ai dit avant. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Derrière, on a d'autres pilotes KTM. Brad Binder qui passe à côté de son week-end avec des chutes malheureusement. C'est dommage parce qu'il y avait de la performance, mais encore une fois, on se loupe en qualif. Maverick Viñales, très bon. La référence actuellement chez KTM. On est dans le top 5 en course sprint. On est dans le top 6, top 7 en course principale. Encore une fois, c'est très bien.
Bravo Maverick Viñales qui joue avec sa régularité, qui joue avec l'expérience et qui est capable aussi d'extraire le maximum de potentiel de cette KTM actuellement. Et à côté, on a Pedro Acosta qui est passé à ça de faire un week-end top class, top pilote, top class. On n'est pas passé loin, mais ça commence déjà très très mal. Alors oui, il y a déjà ce passage en Q2 direct qui est nécessaire pour un Pedro Acosta, hein, c'est quasiment obligatoire à son niveau. Et après, on a cette Q2. On a cette Q2 qui est totalement loupée. On a encore une fois une Q2, on va partir en 12e position. On n'a pas un tour clair, soit on se loupe dans son tour rapide, soit on a un drapeau jaune, soit on a une chute, soit on a un truc. Dans tous les cas, le tour était loupé. P12 sur la grille de départ, catastrophique. Mais alors là, pour une fois, Pedro Acosta a réussi ses 2 départs. Les 2 départs sont parfaitement réussis. En course sprint, le rythme est bon. C'est un petit peu compliqué en milieu de sprint, ça revient à la fin. On aurait pu revenir sur Fabio avec 2-3 tours de plus et avec un petit peu moins de bataille avec Maverick peut-être. Ou Maverick aurait pu revenir s'il était devant Acosta. Dans tous les cas, on aurait pu rechercher un peu plus de points pour les 2 pilotes KTM. Mais surtout lors de cette course sprint, ce qui est vraiment dommage pour Acosta, c'est cette chute dans le dernier virage du dernier tour lors du raccordement. Voilà, ça c'est vraiment dommage. C'est ce qui manque encore un peu à Pedro. Voilà. Mais on va retenir le positif. Le super départ en sprint, les dépassements, la capacité de jouer un top 5 en course sprint, voire peut-être un peu mieux si on se débrouille bien au milieu de la course sprint. Et c'est surtout le dimanche. Avec peu d'expérience en MotoGP, Pedro Acosta était capable de faire les bons choix, d'aller chercher la moto au bon moment, car c'est Acosta et Viñales lors de la fin du 4e, 5e tour qui vont rentrer en premier dans les stands pour changer de moto et qui vont lancer cette vague d'arrêt au stand. Donc les deux, avec l'expérience, avec la vitesse, avec cette sensibilité, ont été capables de choisir la bonne stratégie. Malheureusement, la stratégie s'est avérée peu payante car on a mis les pneus médiums à l'arrière sur la KTM. Et on l'a dit avec Oliveira, les pneus médiums, c'était simplement un calvaire. On l'a vu en fin de course. C'est à partir du 15e tour où la pluie commence à s'intensifier un petit peu. La piste refroidit encore plus, l'eau commence à stagner. Et là, le médium ne fonctionne absolument plus. C'est pour ça qu'à la fin, Aldeguer reprend 1 seconde par tour sur Pedro Acosta. Viñales et Acosta sont garés, ne peuvent absolument rien faire. Le but, c'est simplement de ramener la moto jusqu'à la ligne d'arrivée pour aller chercher ce top 5. Et ça a été fait. Donc Pedro Acosta passe à ça de faire un week-end top pilote, classe mondiale. Et malheureusement, il y a des grosses erreurs qui font très mal aux yeux. Mais on se rapproche de quelque chose de correct et de cohérent pour Acosta. Et Maverick Viñales continue sa montée en puissance et progresse petit à petit. Donc ça va bien chez KTM. On a des bonnes nouvelles. Maintenant, il va falloir tout mettre bout à bout lors de cette fin de saison, même s'il reste encore énormément de courses. Pas de nouveau record chez Ducati, car oui, Ducati était sur le point de battre Honda sur le nombre de victoires consécutives en MotoGP, mais c'est bien une Honda qui va battre les Ducati pour les empêcher de prendre ce nouveau record. On restera donc sur une maigre 22e victoire consécutive pour Ducati en MotoGP. C'est exceptionnel, la moto est stratosphérique, les performances sont folles, les pilotes sont incroyables. On est sur une vraie performance de la part du constructeur italien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un pilote français dans un état de grâce absolu. Il fallait qu'il y ait cette météo capricieuse bien connue au Mans. Et ça a donné une nouvelle victoire de Honda. Et on vient casser cette série de victoires consécutives chez Ducati. Mais on va tout remettre dans son contexte. Car si on regarde le week-end dans son ensemble, on peut se dire que si la piste avait été sèche sur les 27 tours, Ducati aurait facilement gagné la course avec notamment ses 4 top pilotes ce week-end. Mais voilà, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé chez le constructeur italien. Chez la VR46, c'est compliqué. On n'a pas de feeling. Il n'y a aucune vitesse pour les deux pilotes dès le début du week-end. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les deux. Le seul point positif qu'on va en tirer, c'est Didja qui rentre dans les points. Mais c'est pas facile. Honnêtement, c'était compliqué. Et c'est le rythme de Morbidelli sous la pluie qui était assez incroyable. Parfois, on est dans les mêmes chronos que Johann Zarco. Donc franchement, un très gros Morbidelli sous la pluie. Mais la course a été détruite dans cette chute OS bleu. Donc voilà, fin de la course dès le départ, Morbidelli out et on a un Didja qui est juste en difficulté tout le long du week-end. Chez Gresini, là, on a eu de très belles choses. On va commencer par Alex Marquez. Alex Marquez, c'est pas mal. La qualif, la course sprint, on le connaît depuis le début de la saison avec la GP24. Quand les conditions sont bonnes, Alex Marquez est très rapide et ça n'a pas changé. Encore une fois, une P2 en sprint. Bien joué, c'est très fort. Par contre, en course principale, il s'est fait avoir. Le rythme était là, il était capable de suivre son frère. Mais sur la fin de la course, alors que la piste perdait en température, il fallait maintenir les gommes avec de la chaleur.
C'était très compliqué, ça devenait de plus en plus tendu, notamment pour les pilotes en médium, mais Alex Marquez avait le soft. Mais je pense qu'il a perdu de la température parce qu'on le voit à l'entrée de la chicane, on vient perdre l'arrière, peut-être un peu trop de frein moteur, un peu de perte de température dans le pneu arrière, petit iSad, on arrive à repartir et après, à l'entrée des S bleus, on recroise, on perd l'avant, c'est direct. Hein. Il est debout par terre d'un coup, mais c'est direct, un peu de perte de température aussi sans doute dans ce pneu avant et on vient chuter, abandon pour Alex Marquez qui était quand même sur un très très bon week-end encore malgré les conditions difficiles. Donc c'est dommage, son coéquipier Firmin Aldeguer lui a fait un week-end exceptionnel en tant que rookie. Double podium, 2 fois P3 en sprint sur le sec avec un super rythme. Et dans ces conditions difficiles, j'ai eu peur de l'erreur de Firmin. Peut-être un petit manque d'expérience parce qu'il est rentré un tour trop tard, vraiment un tour plus tard que les frères Marquez. Et c'était le tour de trop, très clairement, on le voit. Il passe très près de l'erreur 2 fois au raccordement et aussi au garage vert. On n'était pas loin de la chute, mais après, il a su prendre du rythme avec ses pneus boîtes. Et franchement, très très beau rythme et très belle course de Firmin Aldeguer qui a eu la bonne stratégie un petit peu trop tardive. Et dans le team officiel, par contre, c'est qui tout double. On a un Francesco Bagnaia qui est tombé sur les 2 courses, qui a vécu le pire week-end sans doute de sa carrière. Pas de feeling dans ce train avant lors des courses sprint. Il le dit, il le répète, ça continue, ça ne s'améliore pas. Et cette fois-ci, ça finit par une chute. Et il se fait faucher par Bastianini en début de course principale. Le rythme de toute manière n'était pas non plus exceptionnel, j'ai l'impression. Après, il était peut-être un peu démotivé. Mais en tout cas, week-end à oublier pour Francesco Bagnaia. C'est la sonnette d'alarme, elle est maintenant. Est-ce qu'il va être capable de jouer le titre ou pas? Je pense que les 2 prochaines courses vont décider de l'avenir de Bagnaia dans cette saison 2025. Car là, attention, on est proche de la crise chez Bagnaia. Et Marc Marquez. Marc Marquez, après sa chute à Jerez, je pense qu'il était là pour soigner son week-end, juste faire un bon résultat. Et on l'a vu le dimanche, car oui, en sprint, c'était bien. Il y a la victoire facile entre guillemets. 6e victoire, record, 6e victoire consécutive, les 6 premières du. Voilà, il y a toujours des records pour Marc Marquez. On le dit, il est là le record. C'est les 6 victoires consécutives en sprint. C'est les 6 premières courses de la saison. C'est fait, c'est placé. Et en course principale, on a vu un Marquez très précautionneux, très attentif, qui faisait très attention à toujours bien laisser quelqu'un devant lui pour analyser la piste. Il se laissait doubler par son frère, par Fabio. Il n'y a pas de problème. Très peu dans la bataille, très peu dans l'agressivité. En tout cas, j'ai rarement vu un Marquez comme ça, mais là, on était vraiment sur de l'intelligence de course, prendre son temps, être calme. Il l'a vu quand il n'arrivait pas à rattraper Johann Zarco. Il est resté dans son rythme, juste garder les gommes en température et sécuriser cette 2e place et ses 20 points pour le championnat du monde. Car avec toutes les erreurs qu'il y a eu derrière, notamment Alex Marquez, Bagnaia et les 2 VR46, Marc Marquez, c'était champ libre pour prendre la tête du championnat et c'est fait. Donc bravo à lui qui nous a fait un week-end. Si on regarde bien, il est juste parfait dans la maîtrise et dans le calme. Franchement, bravo à Marc Marquez qui a su tout gérer. Et bien sûr, on va venir terminer cette vidéo par Honda, les émotions. Franchement, Johann Zarco, merci. Merci, 150e départ en Grand Prix, premier Français à gagner depuis des dizaines et des dizaines d'années. Première fois en 17 ans que Johann Zarco invite ses parents sur un Grand Prix. C'est une victoire à domicile devant la foule. 311 000 personnes pour assister à ça durant tout le week-end. La performance de Johann Zarco est stratosphérique, elle est magique. On a eu, si on reprend la course, ce début de course où en fait tous les pilotes vont rentrer au stand pour changer de machine dès le départ. Le départ est donc retardé. Ensuite, des pilotes vont rechanger de machine car ils estiment que la piste est assez sèche pour partir en pneus slick, mais ces pilotes-là vont prendre une pénalité. D'ailleurs, je tiens à dire ça là maintenant, la direction de course a pour moi très bien géré tous ces petits incidents de début de course, notamment aussi la pénalité pour Bastianini. Tout a été très bien, je n'ai absolument rien à dire sur la direction de course, c'était parfait. Les règles ont été respectées. Les règles qui ont été mises en place il y a 2, 3, 4 semaines à peine, eh bien, elles ont été aussi respectées. Dans le règlement, tout était bon et ça a permis aussi d'avoir une bonne course. Donc franchement, la direction de course, bravo, c'était bien géré, on n'a pas perdu trop de temps avec les quick restart procédures et tout. C'était assez agréable à voir et puis on a eu un super spectacle. Donc bravo, merci la FIM et Simon Kraifar est en train de faire du super boulot, j'ai l'impression, même s'il y a quelques trucs à améliorer. Bon, si on continue sur Johann Zarco, eh ben, c'est un départ en pneus pluie alors que 80% de la grille est repartie en pneus slick. Et on a un Johann Zarco qui a le soft à l'arrière. Et les 4 premiers tours, la piste n'est absolument pas mouillée. Donc on voit un Johann Zarco
ultra précautionneux avec ses pneumatiques, à des secondes et des secondes du rythme de devant. On le voit, hein, même quand les pilotes font leurs 2 longues laps devant, Johann Zarco est toujours hyper loin, à 20-30 secondes des pilotes de devant. Il est derrière un Lorenzo Savadori, mais il faut protéger absolument ce pneu soft, wet à l'arrière qui est ultra sensible quand les conditions sont un tout petit peu sèches. Et Johann Zarco l'a parfaitement fait, car dès qu'il a commencé à pleuvoir, le pneu est rentré dans la bonne température et dans la bonne fenêtre de performance, tout simplement. Et Johann Zarco, dans ces conditions-là, on le sait, c'est l'un des meilleurs pilotes sur la grille. Eh bien, il a géré. Il a géré son rythme, il a maintenu la pression, il a maintenu aussi cette température dans les gommes. Et ça a permis à Johann Zarco de dérouler avec des chronos très solides, plus rapides que les Marquez. Et voilà, on est sur une victoire de Johann Zarco, seul en tête 80% de la course. La stratégie était là, mais il fallait surtout la capacité à gérer les pneus soft sur un début de course très compliqué, très tendu en termes de conditions pour les pneus. Et il fallait être capable aussi mentalement de ne pas se dire j'en fais trop, j'en fais pas assez, je cède à la pression car c'est le Grand Prix de France. Il y a la foule autour qui attend de moi que je gagne ce Grand Prix. Waouh, juste waouh, parce que le début du week-end et le week-end de Honda en général, comme Aprilia, c'était compliqué. Hein. Honnêtement, quand on voit la performance de Johann Zarco jusqu'au samedi soir, personne n'aurait pu espérer ça. Il fallait que la pluie arrive et ça a permis à Johann d'exprimer tout son talent, tout son potentiel. Bravo, merci Johann Zarco de m'avoir fait vivre ça. Je ne suis pas sûr qu'on revive un Grand Prix comme ça de sitôt, mais en tout cas, ça m'a fait ultra plaisir et j'espère que j'ai pu vous partager ça correctement dans cette petite vidéo, dans ce petit résumé. Et j'ai envie de dire, passons à la Moto 2, Moto 3 et la Moto E aussi, car c'était la première course de Moto E cette saison. Fin de cette petite vidéo sur le Grand Prix de France. J'ai envie d'en parler pendant 2 heures parce qu'honnêtement, la performance de Johann Zarco est magnifique, stratosphérique, magique. Mettez tous les superlatifs que vous voulez derrière. J'ai vécu un super moment en voyant ça. J'ai re-regardé la course 2 fois pour vous dire. 2 fois, j'ai re-regardé la course. Franchement, je l'ai regardé en français, je l'ai regardé en anglais. J'ai tout regardé, tout ce que j'ai pu regarder sur les réseaux sociaux. J'ai regardé. Ça m'a fait rêver tout au long du week-end et j'en rêve encore actuellement. Franchement, bravo Johann Zarco. Les émotions qu'il nous a fait vivre ce week-end. Je ne suis pas sûr de retrouver ça de sitôt en MotoGP ou même dans un quelconque sport. Merci. Passons à la Moto 2, Moto 3. En Moto 3, j'étais en train de me dire jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, le dernier virage, j'étais en train de me dire bravo David Munoz. David Munoz, première course, réfléchie, sensée, pas d'agressivité, pas de précipitation, les dépassements sont réussis, la technique est là. On le voit, c'est un pilote qui a du potentiel, qui a du talent. Il faut juste se maintenir, se calmer. Et le dernier virage arrive, boum, on fonce dans Joel Kelso avec une attaque qui vient de loin, avec un Joel Kelso qui protège un peu l'intérieur, c'était sûr, et un David Munoz qui lance sa moto à l'intérieur, José Antonio Rueda qui en profite, qui vient prendre la victoire. Rueda, il avait les capacités de jouer la victoire, mais on avait un super David Munoz en fait qui défendait parfaitement sa deuxième position. Et Rueda, lui, a su prendre cette opportunité à la dernière seconde. Et un Joel Kelso qui du coup se retrouve deuxième avec la pénalité de David Munoz, mais qui passe à côté de sa première victoire qui était amplement méritée. Donc bravo David Munoz et en même temps, David Munoz encore une pénalité. Finalement, on n'y arrivera jamais, mais c'est mieux. Il y a du progrès, il y a du potentiel et bravo José Antonio Rueda. Piqueras, le premier concurrent de Rueda qui part à la faute dans le chemin au bœuf. Attention à Piqueras parce que la Rueda a eu une casse moteur, mais sinon depuis le début de la saison est parfaite. Donc attention à ça, il ne va pas falloir prendre trop de retard parce que ça va être très compliqué de rattraper l'Espagnol sinon. Et en Moto 2, course plutôt calme, c'était sympa. Bravo à Gonzalez, bravo à Barry Baltus, belle vitesse, belle agressivité. Et puis, j'ai pas grand chose de plus à dire. Et en Moto E, on a eu deux très gros crashs, que ce soit à la Dunlop ou au chemin au bœuf. Attention à ça, les motos sont lourdes, les motos font mal, mais tous les pilotes s'en sont sortis indemnes. Bon, même s'il y a un tibia fracturé pour l'un des pilotes. Tout va bien. C'est pas un tibia, c'est un péroné si je dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Théo. Je vous dis ciao ciao. Quel Grand Prix nous avons vécu encore une fois au Mans. Et puis on se retrouve pour la prochaine course MotoGP.